et je voudrais appeler maintenant M. Jean-Pierre Dupuy. Je vais le présenter en quelques mots. Donc, Jean-Pierre Dupuy est polytechnicien, épistémologue et philosophe. On peut dire qu'il est collègue de Stephen Chu, puisque tous les deux enseignent à Stanford, et qu'il est également collègue de Bernard Tardieu, puisque, comme ce dernier, il appartient à l'Académie des technologies. Jean-Pierre Dupuy s'est intéressé en épistémologue et en philosophe à la modélisation des sciences humaines et à la structure des sciences cognitives. Il mène aussi une réflexion sur les nanotechnologies et il a été, avec d'autres, l'un des fondateurs du Collégium international éthique, politique et scientifique, qui est une association qui souhaite, et je cite, « apporter des réponses intelligentes et appropriées qu'attendent les peuples du monde face aux nouveaux défis de notre temps ». Donc c'est exactement dans le cadre de c'est une phrase qui résume un petit peu ce qu'on cherche à faire dans ce colloque. Donc vous allez nous faire part des réflexions qui vous sont venues à la suite des interventions de ce matin. Je vous remercie, professeur Haroche, ainsi que in absentia le professeur Alain Sepio, pour m'avoir invité à être le discutant de cette matinée. Ma tâche n'est pas facile parce que, contrairement à ce qui était prévu, mais enfin, ça se passe toujours pareil, et moi-même, je suis coupable de cela, je n'ai reçu ni les communications, ni même leur synopsis avant cette séance. Donc, à vrai dire, j'ai conçu mon intervention en réponse à ce que je pensais être ce qu'allaient dire les intervenants. Alors, vous voyez, donc il y a une... mais enfin, je tiens compte quand même de ce qu'ils ont dit, effectivement. Donc, ma courte intervention aura deux parties. La première, la question de la science et de la démocratie à propos des questions énergétiques, donc d'une certaine manière en réponse aux deux derniers exposés. Et la seconde partie de mon intervention sera une réponse à l'exposé du professeur Chu pour ce qui est de la partie responsabilité de la science. Mais Madame Ledin vient d'en parler également. Première partie. On entend souvent dire de la part des médias, enfin dans les médias, et de la part parfois des plus hautes autorités de l'État, que deux dangers nous menacent. D'une part, la raréfaction des ressources fossiles, et d'autre part, le changement climatique. Le « et » de la phrase raréfaction des ressources fossiles et réchauffement climatique, ce « et » constitue, selon moi, une faute logique. S'il y a changement climatique, alors les ressources fossiles ne sont pas rares, mais elles sont surabondantes. Je développe ce point. Bon, certes, les ressources fossiles, pétrole, gaz et charbon, s'épuisent à vue d'œil. Et elles auront disparu bien avant la fin du siècle, pour ce qui est en tout cas du pétrole et du gaz. Le charbon, c'est beaucoup plus tard, sans doute. Si les pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil s'engagent sur le même chemin que nous, comme ils le font déjà allègrement, et qui sommes-nous pour leur interdire? Certes, les énergies de substitution ne sont pas au rendez-vous. Certes, on voit déjà se profiler une guerre qui sera sans merci entre les grandes puissances consommatrices, lesquelles se battront avec l'énergie du désespoir pour s'approprier qui la dernière goutte de pétrole, qui la dernière tonne de charbon. La tension sur les prix, amplifiée par une crise financière majeure, pourrait dégénérer en panique. Bon, les économistes libéraux au sens sensé du terme, pas américains, en tirent satisfaction, confiants qu'ils sont dans les mécanismes du marché qui saura, selon eux, opérer les substitutions nécessaires. Les réserves, comme par miracle, se trouveront multipliées, car il sera rentable d'exploiter des gisements difficiles d'accès et des énergies qui n'étaient pas économiques, comme le solaire ou les biocarburants, et bien sûr le gaz et les pétroles non conventionnels, dont le gaz de schiste. Mais il y a la menace climatique. Le professeur Chu en a abondamment parlé. Le GIEC, IPCC en anglais, nous assure qu'au-delà de 3 degrés, d'une augmentation supérieure à 3 degrés Celsius à la fin du siècle, si ça se produit, les conséquences en seront redoutables. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, car toute personne désireuse de s'informer, et il devient aujourd'hui criminel ou fou de ne pas le faire,
a le choix entre toute une série d'excellentes publications. Voici un chiffre essentiel, 50%, un demi. Si nous voulons éviter le désastre irréversible que serait une augmentation de la température de plus de 3, voire 4 degrés Celsius à la fin du siècle, l'humanité doit s'astreindre impérativement à ne pas extraire du sous-sol, dans le siècle qui vient, plus de la moitié du carbone aujourd'hui connu qui s'y trouve accumulé sous forme de pétrole, de gaz et de charbon. Conclusion, ce n'est pas de rareté qu'il faut parler, mais de surabondance. Nous avons 2 fois trop de ressources fossiles. Alors je ne battrai pas sur ce chiffre de 1,5. Il vient d'un de mes... Oui, je fais aussi partie du... j'ai fait partie, je suis à la retraite maintenant, du Conseil général des mines, ainsi que d'ailleurs que je dois préciser, donc ingénieur général des mines, tout ça avant de devenir philosophe, et je préside aujourd'hui la commission d'éthique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est-à-dire le centre de recherche, entre autres choses, de l'autorité française de sûreté nucléaire. Bon. Ce chiffre vient d'un de mes collègues du Conseil général des mines, Henri Prévost, qui écrit un livre grand public sur ce sujet, qu'il a intitulé « Trop de pétrole ». Nous avons trop de pétrole. Bon, ce titre est un peu trompeur, car ce n'est pas seulement du pétrole dont il s'agit, c'est du pétrole, du gaz et du charbon, donc des ressources fossiles. Bon, et c'est lui qui a calculé, je vous renvoie à ce livre, donc ce n'est pas un écologiste, un ingénieur général des mines, que nous avions donc 2 fois trop de ressources fossiles. Or, les paniques collectives qui vont précipiter tout le monde tête baissée, et tant pis pour les plus faibles qu'on écrase ou piétine au passage, dans une course folle à qui s'emparera des ressources ultimes, qui ou quoi pourra les arrêter? Certainement pas le marché. Le marché sait gérer la rareté, admettons-le. Mais il ne sait pas gérer la surabondance. Il faudra bien sûr le pouvoir politique, mais ici, à l'échelle mondiale. Dans cette optique, le débat pour ou contre les gaz de schiste prend une allure surréaliste. Bon, extraction du gaz de schiste par fracturation hydraulique, fracking, comme on dit en anglais, ça crée des dégâts écologiques, certes. Mais ce qui m'a frappé dans les statistiques que mon confrère Tardieu a présentées, c'est que pas une personne, alors sauf les écolos, vous avez dit, pas une personne n'a mentionné cette évidence que ça allait prolonger la durée où nous recourrons aux ressources d'énergie fossile. C'est quand même extraordinaire. Alors, j'en viens à la question de la démocratie. Il y a démocratie et démocratie, comme nous l'a appris Pierre Rosanvallon, qui est ici présent. Et, on l'a dit et répété, notre démocratie est celle des experts. C'est là le rapport entre science et société. Or, les experts, par définition, presque par constitution, sont compétents dans un domaine, leur domaine. Or, les questions de réchauffement, enfin, il vaut mieux dire changement climatique, et les questions de raréfaction des ressources fossiles font l'objet de départements d'expertise, ou de départements ministériels d'ailleurs, complètement différents. Et trop souvent, on traite ces 2 questions séparément. Or, vous voyez bien qu'il y a un renversement total de conclusions suivant qu'on voit les 2 choses ensemble ou qu'on les voit séparément. Si on les voit séparément, on doit conclure qu'il y a une raréfaction des énergies fossiles. Si on les prend ensemble, on voit qu'il y a une surabondance. Voici la première partie de mon exposé. Pour la seconde, je vais me permettre de passer à l'anglais, puisque je vais m'adresser au professeur Chou. Peut-être que je viole une loi non écrite. Fonctionnaire français, Collège de France, ne parlant pas la langue, mais enfin, d'autres que moi l'ont fait avant. Alors, je voudrais traiter de la responsabilité de la science. So, I'd like to raise the issue of the responsibility of science. Je voudrais donc parler de la responsabilité de la science. Tous deux, professeur Chou et professeur Haroche, vous en avez parlé. Le
professeur Haroche dans son introduction et vous, professeur Chou, dans votre présentation. Et je voudrais en fait exercer un certain clivage entre vos deux présentations. Je vais exacerber les différences entre vos deux opinions justement pour la discussion. Il me semble que Serge Haroche, en fait, a énoncé une position que l'on appelle la neutralité de la science, à savoir que la science est destinée à améliorer la connaissance. Il s'ensuit que c'est la responsabilité, le devoir de la société d'en faire bon usage de cette connaissance. Le professeur Chou a présenté, me semble-t-il, une position très différente. Il a dit que les politiques pouvaient vraiment avoir de grands avantages à nommer à de hauts postes des scientifiques. En fait, il ne l'a pas vraiment dit comme cela. Il n'a pas parlé de décision, de décider, d'être des décideurs, comme l'avait impliqué Madame Le Dain. Mais je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Donc nous avons d'une part la neutralité de la science et d'autre part le fait que la science soit associée à la prise de décision politique. Et moi maintenant, je voudrais exprimer une position intermédiaire qui d'ailleurs n'est pas tellement éloignée de celle qu'a exprimée Madame Le Dain. Il me semble que dans une démocratie moderne, le pouvoir de décider de ces questions doit être partagé entre la science et la société, où la science est le pouvoir politique. Mais les conditions dans lesquelles la science et la société peuvent agir ensemble sur la base d'une responsabilité partagée, ces conditions ne sont pas encore réunies, me semble-t-il, et nous en sommes loin. L'une de ces conditions, la principale, est la suivante. Il faudrait que chaque partenaire change complètement de mentalité. Ensemble, la science et la société doivent viser à faire de la science une partie intégrante de l'enseignement de base pour tout un chacun. Ça devrait être une partie intégrante de la culture. Un de mes collègues physiciens français, Jean-Marc Lévy-Leblanc, utilise une très belle phrase, je crois que c'est très difficile à traduire en anglais. Je vais la dire en français. Mettre la science en culture. To make science part of the culture of society. It is a matter of understanding science. En fait, le fait de comprendre la science, c'est autre chose que d'entendre parler de la science ou d'être informé. Et très souvent, les incompréhensions que l'on voit dans les médias au sujet de certaines découvertes scientifiques sont dues à cela. Le manque de formation, le manque d'apprentissage. La science doit être enseignée non seulement au niveau primaire et secondaire, mais doit être totalement reconsidérée dans son enseignement et même au niveau universitaire. Introduire la philosophie de la science dans tout programme serait une première étape fort utile, mais c'est loin d'être suffisant. Des étudiants qui veulent devenir des scientifiques, qui auraient appris à voir d'un œil critique ce qu'ils font, devraient même considérer que cela fait partie intégrante de leur travail. Et en général, pour ce qui est de cette critique, les grands scientifiques ne sont parfois pas mieux éduqués que l'homme de la rue. Et il faudrait donc éviter l'hyperspécialisation des sciences. Et je vais citer Max Weber, célèbre sociologue allemand, qui disait cela il y a près de 100 ans, dans Wissenschaft als Beruf, son célèbre cours, sa célèbre conférence du 19e siècle, donc, et même au début du 20e siècle, en 1919, il a même dit la chose suivante. Je cite.
à l'heure actuelle, cette vocation qui est en contraste avec avec la raison d'être de la science est due au fait que la science est rentrée dans une ère de spécialisation. Donc, à l'intérieur comme à l'extérieur, la position ne peut être... en fait, on ne peut s'empêcher de penser, quand on est un scientifique, que l'on a en quelque sorte atteint une sorte de perfection. En fait, la perfection de nos jours est le produit de la spécialisation. Et les personnes qui voudraient en fait tirer la sonnette d'alarme devraient en fait se garder de se lancer dans une démarche scientifique. On ne leur accorderait pas de crédit. Bon, eh bien, il faut espérer que l'analyse de Max Weber sera réfutée par l'avenir. Des scientifiques qui sont aveugles sont des scientifiques que la société ne peut plus se permettre d'avoir. La société a besoin de scientifiques qui ont été formés à prendre conscience et non pas à ne pas prendre en compte, comme l'a dit Hannah Arendt et Heidegger, Wissenschaft denkt nicht, la science ne réfléchit pas. Donc, il faut dépasser ces impuretés de logique qui parfois se font jour, et la recherche doit être liée à une série de choix philosophiques. Pour être explicite, je vais prendre un exemple. Quelque chose qui est tiré de mon expérience sur mes travaux sur Fukushima et sur Tchernobyl. Trop souvent, les experts, et bon, alors, je considère globalement les experts et les scientifiques. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais je les mets dans la même catégorie pour le moment. Je vais prendre l'exemple de Fukushima. Encore une fois, en tant que président du comité d'éthique de la haute autorité de sûreté nucléaire, donc je suis en tant que tel de très près ces affaires-là. Ça a été le cas en particulier pour Tchernobyl. Et quelque chose qui vraiment m'apparaît fondamental à comprendre, c'est l'opinion japonaise sur l'accident de Fukushima. Pour eux, ils ne font pas de différence entre Fukushima et Hiroshima. Bien sûr, les deux riment, mais ça n'est pas la raison. Shima veut dire île en japonais. Hiroshima, c'est la longue île, et Fukushima, de façon bien ironique, veut dire île heureuse. Et pour eux, c'est la même chose. C'est quelque chose d'horrible pour deux catégories de personnes. Les ingénieurs qui considèrent que une centrale nucléaire n'est pas une bombe atomique, quoique, si on pense à l'Iran, on n'est peut-être pas très loin. Et puis, c'est épouvantable également pour les moralistes, parce que Hiroshima, c'était en principe une volonté de tuer, et Fukushima, c'était une centrale qui était destinée à permettre aux gens de mieux vivre. Mais tout de même, c'est un aspect fondamental de la réaction des Japonais à la catastrophe de Fukushima. Donc, cette dimension doit être prise en compte dans toute réflexion sur Fukushima. Et je ne suis pas sûr que les scientifiques d'aujourd'hui, ceux en particulier qui travaillent dans le domaine des sciences naturelles, aient vraiment pris cette dimension en compte. Merci beaucoup de votre attention.